Cette conférence va maintenant être enregistrée. Oui, donc je reviens, je redis un petit peu ce que je disais à la fin de la dernière fois, c'est que on a été tout au long du XXe siècle dans une époque de ce que Hannah Arendt a appelé le triomphe du travail. C'est-à-dire, en fait, l'idée de travail qui est aussi l'idée de la thermodynamique, qui est aussi l'idée de la transformation par le travail. C'est aussi l'idée, c'est l'âge de la révolution industrielle, mais c'est aussi l'âge du processus, l'importance de la notion de processus. Tout est en processus, la théologie du process. Tout change, tout, tout change sans cesse par un travail continu, un travail qui ne cesse de changer les choses. On est complètement sorti d'une conception immuable, ni de la vérité, ni de Dieu, ni de rien. Bon. Euh, et bien sûr, ça touche la question du pardon, parce que le pardon, là, n'est pas quelque chose qui arrive, ce n'est pas non plus quelque chose qui est je dirais, accessible à une recommandation ou à un commandement moral, éthique. Euh, c'est pas quelque chose de pratique que l'on peut faire. C'est quelque chose qui est le résultat incertain d'un long processus de, pour l'essentiel inconscient, hein, qui travaille, je dirais, en sous-main notre psychisme et qui un jour apparaît au grand jour, si vous voulez. Donc le pardon n'est pas quelque chose qui se commande. Vous voyez, donc là, on est en effet dans cette anthropologie, je dirais, un peu profonde là. Et donc là, ça va bien avec ça. Et euh, je disais aussi que Ricoeur lui-même avait insisté dans son gros La mémoire, l'histoire, l'oubli. Il avait insisté sur le fait que on était d'une époque où on énonçait des devoirs de mémoire. Et il dit oui, c'est bien de faire des devoirs de mémoire, mais en fait, quand même, ce qu'il faut, c'est il faut faire le boulot. Il disait, il faut faire le travail. C'est du travail, et que c'est pas parce qu'on a édicté des lois de mémoire euh, que, le, que, que la population fait le travail de mémoire. Et que donc c'est peut-être un peu facile de se dédouaner en faisant plein de lois mémorielles, et bien en fait, du coup, mais qui, qui parfois n'enclenche absolument pas sur un travail de mémoire, un travail collectif de mémoire. Voilà, donc pour vous montrer un peu les différents usages de cette notion de travail. Je vais te parler d'apothéose de la notion de travail avant de donner la parole, si je puis dire, à Hannah Arendt, hein, dans Conditions de l'homme moderne, où elle développe cette idée. Euh, il faut commencer peut-être par Hegel, Hegel qui parle du travail du négatif. Hein, c'est par le négatif. Hein, Joël nous a parlé de ça, le travail du négatif, cette dimension. Il y a bien sûr Marx qui met le travail, je dirais comme au cœur de son anthropologie, le travail vivant et même de son économie. Et voilà, donc c'est un peu partout. Donc Freud, bien sûr, travail de deuil, etc. Bon. Alors, Arendt, dans le dernier chapitre de La condition de l'homme moderne, euh, parle du triomphe de l'animal laborante, hein, et avec l'idée qu'il y a trois aspects de la vie active. Il y a l'action, il y a la fabrication, le faire, et il y a le travail. Et en fait, dans la hiérarchie de la vie active chez les Grecs, il y a une hiérarchie. En fait, justement, le travail, c'est vraiment subalterne et c'est une condition de servitude d'une manière. Bon, la fabrication, c'est, on pourrait dire, les débuts de l'homme libre, si je peux dire, qui fabrique, l'artisan, etc., le poète, etc. Mais ce qui est au-dessus de tout, c'est l'action, c'est-à-dire en fait ce par quoi les citoyens, en quelque sorte, contribuent à la vie de la cité par l'action et par la parole, qui sont proprement politiques. Bon, alors c'est une conception très aristocratique, hein, de la vie active, et donc c'est elle qui remarque que déjà le christianisme délivre le travail du mépris dans lequel il était tenu dans l'Antiquité. Donc c'est vraiment le christianisme qui a en quelque sorte commencé ce que Nietzsche appelle la subversion de toutes les valeurs, une sorte de retournement de toutes les valeurs. Il y a un travail de retournement de toutes les valeurs dans lequel la vie active va passer au-dessus de la vie contemplative, qui était pour les Grecs le sommet du sommet, la vie contemplative, la vie théorique, on va dire, chez Aristote, la théoria. Euh, et, puis, euh, et puis, dans la vie active, la fabrication va passer au-dessus de l'action. L'important, c'est de faire les choses,
ce qui est important, c'est de transformer le monde, dit Marx. C'est pas de l'interpréter. Ça y est, on a beaucoup interprété le monde. Maintenant, il faut le changer. On va changer le monde. On va faire le monde que l'on veut, que l'on veut. Et puis finalement, c'est le travail qui passe encore au-dessus du faire, de la fabrication. Vous voyez, cette espèce de retournement de toutes les valeurs, décrites par Nietzsche et décrites par Arendt comme quelque chose qui les inquiète. C'est une sorte d'apothéose du travail, qui correspond aussi à une apothéose, on pourrait dire, des philosophies de la vie. Marx, Nietzsche, Freud, mais je dirais aussi Bergson, Whitehead, ce sont des philosophies de la vie, donc du processus. Il y a des processus, des procès. Voilà. Et peut-être que c'est en pensant à ces dernières pages de Hannah Arendt, auxquelles il faudrait aussi résister, hein, mais que Ricoeur, dans les dernières pages de La mémoire, l'histoire, l'oubli, je vous disais, fait l'éloge tout à fait à la fin de ce qu'il appelle un oubli désœuvré. Alors, quand il y a la notion de désœuvrement, il faut le désœuvrement, c'est une catégorie dans la pensée contemporaine qui se raccorde plus ou moins explicitement à Luther et donc à l'idée de la grâce sans les œuvres. L'idée qu'il y a un endroit où on est sans les œuvres, un endroit du désœuvrement, et donc qui est un endroit aussi en fait, de l'insouci. Et Ricoeur, là, c'était lié à des longues conversations que j'avais eues avec lui sur ce thème du souci et de l'insouci, page 655-656. Donc, on est dans les 50 pages finales sur ce qu'il appelle le pardon difficile. Je reviens d'une certaine manière une dernière fois à ce thème du pardon chez Ricoeur. Et donc, il termine par cette idée. Une troisième piste s'offre à explorer, celle d'un oubli qui ne serait pas un travail, mais un oubli désœuvré. N'y aurait-il pas dès lors une forme suprême d'oubli en tant que disposition et manière d'être au monde qui serait l'insouciance, ou pour mieux dire, l'insouci? Des soucis, du souci, on ne parlerait plus comme à la fin, dit-on, d'une psychanalyse que Freud qualifierait de terminable, mais sous peine de retomber dans les pièges de l'amnésie, cet art d'oublier, ars oblivionis, ne saurait constituer un règne distinct de la mémoire. Il mettrait seulement une note gracieuse sur le travail de mémoire et le travail de deuil, car il ne serait plus du tout un travail. Comment ne pas évoquer l'éloge par Kierkegaard de l'oubli comme libération du souci? Et alors là, il va citer longuement ce texte de Kierkegaard sur les lys des champs et les oiseaux du ciel. Si le soucieux prête une réelle attention aux lys et aux oiseaux, s'il s'oublie en eux, il apprendra de ses maîtres par lui-même, insensiblement, quelque chose de lui-même. Ce qu'il apprendra des lys, c'est qu'il ne travaille pas. Faut-il alors comprendre que même le travail de mémoire et le travail de deuil sont à oublier? Et s'ils ne filent pas non plus, leur simple existence étant leur parure, faut-il comprendre que l'homme aussi, il cite, l'homme aussi, sans travailler ni filer, sans aucun mérite propre, et du simple fait d'être homme, plus magnifiquement vêtu que Salomon dans sa gloire. Quant aux oiseaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ni n'amassent dans des greniers. Mais si le ramier, c'est l'homme, comment celui-ci parviendra-t-il à ne plus faire la visée, à rompre avec l'inquiétude des comparaisons, pour se contenter de sa condition d'homme? Donc il parle à ce moment-là de distraction, d'une distraction divine. Voilà, donc voilà, c'est là qu'il parle de cette oublieuse mémoire, cette mémoire oublieuse et insouciante. Alors, ce final de Mémoire, histoire, l'oubli, dans ce final, on voit qu'il sort de l'orbe, je dirais de l'ombre de la pensée de Freud. Mais il ne sort pas de l'ombre, au contraire, il rentre à ce moment-là plutôt dans l'orbe de la pensée de Nietzsche. Il parle de Kierkegaard, mais en fait,
derrière tout ce thème-là, ce thème de l'insouci, de l'insouciance, et ce thème de l'oubli, il y a Nietzsche. Donc c'est une introduction possible, en tout cas c'est comme ça que je vous propose de le lire, à la pensée nietzschéenne. Alors je vais donner la parole à Muriel, mais avant de le faire, je veux juste dire une chose. Donc on, donc, on a parlé de la mélancolie avec Freud, et on a remarqué que parfois le sujet est incapable de se souvenir et en même temps incapable d'oublier. Hein, c'est ça le problème du traumatisme de la mémoire. On peut ni se souvenir ni oublier. C'est très bizarre, mais c'est comme ça. Et donc, c'est là qu'il y a vraiment un double travail à faire, c'est rompre avec l'oubli, puisqu'on est incapable de se souvenir, mais rompre aussi euh, avec, avec la mémoire, pour être capable d'oublier. Il faudrait être capable à la fois de se souvenir vraiment et d'oublier vraiment. D'accord? Le premier versant, c'est le versant freudien. Hein. Rompre l'oubli de l'amnésie lié au traumatisme pour lever la mémoire, pour libérer la mémoire, pour briser justement l'amnésie du refoulement traumatique. En quelque sorte, sortir d'un oubli malade. Voilà. Il y a un oubli qui est un oubli malade. Donc il y a vraiment un travail de mémoire pour sortir de cet oubli malade. Et c'est là que Freud a été notre guide. Mais il y a un autre versant, c'est justement comment rompre ce que j'appelais dans le volume d'Autrement que j'avais publié en 1991, rompre l'oubli, oui, mais aussi rompre la dette. Et ça, c'est le versant nietzschéen, c'est-à-dire rompre avec le ressentiment. Je pense que le thème du ressentiment, on en parle beaucoup en ce moment, c'est un thème extrêmement important, à la fois dans nos vies individuelles, mais aussi dans les vies collectives. Il y a des politiques du ressentiment, il y a des manipulations du ressentiment, il y a des majorités qui viennent au pouvoir portées par des ressentiments. Et donc, c'est un sujet vraiment extrêmement grave. Et donc, la question de rompre avec le ressentiment, le propre du ressentiment, si vous voulez, c'est que on ne, c'est ça que Muriel va développer, c'est qu'on on ne réagit plus. En quelque sorte, le ressentiment, c'est on ne cesse de répéter la même réaction. On réagit, on ne fait que réagir, réagir les réactions antérieures qu'on avait eues. Et on est dans un système purement réactif. On n'est plus capable d'agir. Mais rappelez-vous que pour Hannah Arendt, pour faire le lien entre Hannah Arendt et Nietzsche, encore une fois, pour Hannah Arendt, le pardon était une réaction qui avait une forme d'action. C'était pas une pure réaction prévisible, etc. C'était une réaction qui avait quelque chose de l'action, qui gardait quelque chose de l'action par son imprévisibilité, justement peut-être par son caractère, je redirais là maintenant avec le mot de Ricoeur, son caractère presque insouciant d'une certaine manière, comme s'il y avait une sorte d'insolence à l'égard du passé. Voilà, donc ça c'est le deuxième versant, rompre avec le ressentiment, rompre avec une mémoire malade qui ne fait que répéter la même chose, rompre la dette infinie dans ce cas-là de malade, la dette comme culpabilité, comme mauvaise culpabilité. Il y a des dettes qui nous, il y a des dettes qui nous engagent, il y a des dettes qui sont des promesses. Lorsque l'évêque de Die dit à Jean Valjean, rappelez-vous qu'on m'avait promis d'utiliser cet argent à bon escient ou un truc comme ça, il lui crée une dette, mais une dette vers l'avant, une dette positive, une dette qui le tire vers le haut. Il le rend capable à son tour de promesse d'une certaine manière. Bon. Et c'est autre chose que la dette qui vous enfonce, hein, que de toute façon, on ne pourra jamais payer la dette, on n'y arrivera jamais, etc. La dette et la culpabilité est infinie. Voilà, ça c'est là-dessus que Nietzsche, qui connaît ça, encore une fois, hein, j'insiste, Nietzsche est un fils de pasteur, il connaît je dirais les maladies du christianisme, il les connaît bien, si vous voulez. Et cette maladie-là, il la connaît bien, et donc c'est avec ça qu'il veut rompre, et je crois que c'est très important que nous écoutions bien ce qu'il a à dire sur ce sujet. Voilà, donc là, c'est Nietzsche qui est le bon. Tout à l'heure, c'était Freud qui était le bon guide. Là, je dirais c'est Nietzsche qui est le bon guide pour nous. Donc, voilà, j'arrête cette petite introduction. Avant de passer la parole à Muriel, est-ce que vous avez des questions, des observations, des objections? C'est le but hein, de la chose. Tout va bien. Ça va?
Oui, Bien, bien, bien. excusez-moi. Moi, je veux juste, quand vous dites il y a deux versants, ils sont pas Oui. opposés, c'est l'un après l'autre, c'est deux étapes, il me semble. Et je dis deux versants parce qu'il y a deux vertiges. Hein, je suis un peu montagnard, j'aime bien marcher sur les crêtes. D'ailleurs, en montagne, on marche beaucoup plus vite sur les crêtes que sur les versants. Parce que sur les versants, il faut tout le temps contrebalancer le, ce qui nous rejette vers le vide du côté où on est. Tandis que quand on est sur la crête, on est sur une ligne d'équilibre. Hein. Alors, il y a deux vertiges. Il y a le vertige du trop d'oubli et le vertige du trop de mémoire, si vous voulez. Hein, pour le dire comme ça, c'est très rapidement dit, mais c'est ça qu'on va rencontrer là maintenant toute la fin, parce que ça touche aussi les questions collectives. Hein. Donc, comment est-ce que, voilà, il faut à la fois ne pas sortir du vertige d'un oubli amnésique, libérer la mémoire, mais en même temps ne pas tomber du coup dans le vertige d'une mémoire tellement lourde elle-même, qui est tellement pesante que voilà, on tombe dans le puits sans fond du ressentiment. Voilà, en gros, l'idée qu'il y a deux versants et qu'on essaye de passer entre les deux. C'est ça la métaphore. OK? Eh bien, Muriel, nous vous écoutons et nous avons même, je crois, mais moi j'ai lu, on a le texte de votre, merci. Je ne sais pas si vous avez vu que Muriel nous a envoyé tout à l'heure. Ah, peut-être que, attends. C'est bon, j'ai bien reçu, moi, Muriel, merci. D'accord. Ouh là là, excusez-moi, j'ai un problème de reconstruction de ma boîte de messagerie. Il y a tout qui a disparu. Oui, tout le monde vous l'aviez envoyé à tout le monde. Donc vous l'avez sous les yeux, tout le monde? D'accord. Excusez-moi, je vais fermer. Exposer Nietzsche, hein, c'est ça? Oui. Ok. Allez-y, Muriel. Vas-y, Muriel. Alors, donc j'ai repris la généalogie de la morale et je me suis appuyée aussi sur deux ouvrages de Deleuze. Il y en a un qui s'intitule tout simplement Nietzsche et l'autre, je confonds toujours Nietzsche, la philosophie de Nietzsche ou Nietzsche philosophe. Non, Nietzsche et la philosophie, pardon, voilà. Et puis, à la fin de toutes ces lectures, j'ai mis la référence à la fin du texte, lu aussi un article de Jean-Daniel Cos, où il mettait en vis-à-vis Nietzsche et Derrida. Alors, j'ai pas voulu rentrer trop dans la biographie de Nietzsche parce qu'il y aurait beaucoup à dire. On a déjà un certain nombre d'indications avec son enracinement dans la théologie protestante et en particulier luthérienne, dont il, au travers de sa vie, se détache fortement. Dans un premier temps, j'ai simplement voulu situer la place de son œuvre, la généalogie de la morale, qui est quand même une place assez particulière. Donc Nietzsche était à la base philologue, ce qui explique aussi sa manière de travailler après en tant que philosophe. Et donc à partir de 1878, il s'attache à la philosophie historique qui parviendrait à expliquer l'origine des valeurs, sachant qu'il n'y avait pas que Nietzsche qui s'intéressait à cela. Tout le XIXe siècle est marqué par un certain nombre de travaux, et il est aussi en réaction, poursuite de ces travaux. Donc, dans un premier temps, il débute ce travail avec un écrit Humain trop humain, puis avec Aurore, Le gai savoir. Il a été particulièrement impressionné par le travail de son ami Paul Rée, L'origine des sentiments moraux, dont il retient la démarche empiriste, c'est-à-dire la connaissance de la réalité commence avec l'expérience, mais contestera les historiens de la morale, en particulier beaucoup d'historiens
anglo-saxon, qui ne s'arrête, je dis ça pour faire court, à une version laïcisée de la morale chrétienne. Arrive alors son œuvre à la fois poétique et initiatique, qu'il a, semble-t-il, rédigée après une sorte d'inspiration fulgurante. Ainsi paraît Zarathustra, qui donc est essentiellement construit comme un grand poème, une grande fresque. Et puis suivra l'ouvrage Par-delà bien et mal, où il réorganise les acquis de sa philosophie historique. L'année suivante, en 1887, c'est l'année de la généalogie de la morale, et à partir de la généalogie de la morale, le reste de ses œuvres prendra un tour plus exacerbé, plus provocateur. Deleuze dira que ce sera comme un dernier élan avant l'effondrement de Nietzsche par la maladie. La maladie était déjà bien là, mais effectivement, ses dernières œuvres semblent Nietzsche, quelque part, et donc plus provocateur, peut-être se lâche davantage sur un certain nombre d'idées. Le projet général de Nietzsche est d'introduire en philosophie les concepts de sens et de valeur. Pour lui, interpréter, évaluer forme la critique qu'il veut à coups de marteau, c'est une expression qui revient assez régulièrement. Et donc il veut poser la question jusqu'à qu'est-ce que la critique ? En quoi la philosophie est une critique ? Et donc il rivalise là avec Kant, dont il est assez sévère concernant Kant, parce que malgré l'œuvre magistrale de Kant sur Critique de la raison pure, et où Kant veut mener le projet d'une critique totale et positive, pour Nietzsche, Kant n'a pas mené cette critique au bout et n'aboutirait qu'à la dialectique, une conception théorique. Et il est aussi, il est également sévère avec Hegel, puisque Hegel aboutirait donc à une conception chrétienne, dialectique chrétienne. Et il y a cette citation assez savoureuse, donc où Nietzsche est très, très sévère avec ses prédécesseurs, qui donc ne sont pas arrivés à se défaire de leur conscience chrétienne, et dont il dit, voilà, la philosophie est corrompue par du sang de théologiens, le pasteur protestant est le grand-père de la philosophie allemande, le protestantisme lui-même son peccatum original, le succès de Kant n'est qu'un succès de théologiens. C'est quand même assez raide. Il doit peut-être régler ses comptes avec son père et son grand-père. Donc voilà, ça dit aussi toute son ambition d'aller au-delà du travail de Kant et de Hegel. Donc il veut remonter à la genèse de la raison elle-même et de l'entendement. Qui se tient derrière la raison ? Et l'autre grande question à laquelle s'attaque Nietzsche est celle de la méthode pour éprouver la valeur des valeurs et leur création, leur origine. Nietzsche, philologue, fonde le concept nouveau de généalogie et devient philosophe généalogiste. Généalogie veut dire à la fois valeur de l'origine et origine des valeurs. Généalogie s'oppose au caractère absolu des valeurs comme à leur caractère relatif ou utilitaire. Le noble et le vil, le haut et le bas, tel est l'élément proprement généalogique en critique. C'est donc une citation de Deleuze. La généalogie de la morale est le livre le plus systématique de Nietzsche. Ce livre est une clé pour l'interprétation qui est forcément pluraliste, car interpréter, c'est percer les masques successifs que ne cessent de prendre les valeurs. La généalogie n'interprète pas seulement, elle évalue, elle pèse et révèle l'inversion des valeurs. La généalogie vise alors à la transvaluation des valeurs, leur renversement. À partir de là, Nietzsche attend, espère une nouvelle organisation des sciences, de la philosophie, une nouvelle détermination des valeurs de l'avenir. Le philosophe généalogiste est alors à la fois critique et créateur, maniant la généalogie comme un marteau. Je pense que c'est une image de sculpteur qui est là derrière. Et cette attente de Nietzsche dit aussi à quel point il était particulièrement pessimiste sur l'évolution du monde, avec quelque chose d'assez prophétique. Je vais t'interrompre juste un instant là, sur la question du marteau. Je ne vais pas y revenir après.
il y a d'autres endroits où il explique un peu le marteau, c'est surtout donner un coup de marteau et entendre le son de la cloche pour voir si la cloche n'est pas fêlée. C'est en fait plutôt un test. Le marteau, c'est une philosophie au marteau, c'est donner un choc pour voir comment résiste la chose. Euh, pour l'entendre sonner, pour l'entendre retentir sous le marteau. C'est ça, en fait, la métaphore du marteau. Le D'accord. marteau n'est pas là pour sculpter lui-même, il est là pour tester. Pour vérifier. Voilà. Une parenthèse. Dans la généalogie de la morale, donc, ce livre est composé de 3 traités. Le premier définit les types de valeurs, leur origine et ce qui les promeut. Deleuze va synthétiser ce premier traité et celui dédié au ressentiment. Ressentiment qui est donc une vengeance imaginaire, une vindicte essentiellement spirituelle. Dans le deuxième traité, ce deuxième traité porte sur les formes historiques que ces types de valeurs ont revêtues et les catégories qu'ils convoquent. C'est le traité sur la mauvaise conscience. Celle-ci n'est pas séparable d'événements spirituels et imaginaires qui vont fonder la faute, la culpabilité et par conséquent la responsabilité. Au fur et à mesure de ces traités, Nietzsche s'attelle à une démystification des valeurs. Et enfin, dans le troisième traité, c'est la signification des contraintes que la culture, la morale, l'art et la religion imposent au corps. C'est le traité où Nietzsche développe l'idéal ascétique. Ressentiment, mauvaise conscience et idéal ascétique sont les figures du triomphe des forces réactives et des formes du nihilisme, un des combats poursuivis par Nietzsche. Le ressentiment et la mauvaise conscience ne sont pas des déterminations psychologiques. L'instinct de la vengeance est tellement emparé de l'humanité au cours des siècles que toute la métaphysique, la psychologie, l'histoire et surtout la morale en portent l'empreinte. Dès que l'homme a pensé, il a introduit dans les choses le bacille de la vengeance. Cette citation est tirée d'un ouvrage que Nietzsche n'avait pas publié, mais qui avait été repris ensuite par sa sœur, et qui pose un certain nombre de problèmes, donc le livre de la volonté de puissance, parce que elle avait présidé à l'édition de cet ouvrage en ayant, en s'appuyant sur l'œuvre de son frère pour une récupération pour le national-socialisme. C'est peut-être là, à partir de ce moment-là, que naît toute la méprise autour de l'œuvre de Nietzsche et de l'utilisation par le nazisme pour la suite. Nietzsche en défendra déjà pendant sa vie parce qu'il récusera complètement tout antisémitisme de sa part de manière très virulente. Pour Nietzsche, l'esprit de vengeance est l'élément généalogique de notre pensée, le principe transcendantal hiérarchique de notre manière de penser. De là découlent les figures du triomphe des forces réactives, qui ne sont pas l'affirmation de la vie, de la force active. Nietzsche emploie des mots tels que vil, ignoble, esclave. Ces mots désignent l'état des forces réactives, mais qui se mettent en haut, qui attirent la force active dans un piège, remplaçant les maîtres par des esclaves qui ne cessent d'être esclaves. Et là, pour illustrer cela, Deleuze a synthétisé, enfin, avec le paralogisme de Nietzsche, l'esclave ou l'homme du ressentiment dit « Tu es mauvais, donc je suis bon ». Et donc le « tu es mauvais » s'adresse au maître. Le maître, lui, dit « Je suis bon, donc tu es mauvais ». J'ai repris une citation de Nietzsche qui peut illustrer ce renversement. « Que les agneaux aient l'horreur des grands oiseaux de proie, voilà qui n'étonnera personne. Mais ce n'est point une raison d'en vouloir aux grands oiseaux de proie de ce qu'ils ravissent les petits agneaux. » C'est donc là le basculement que veut cibler Nietzsche par rapport à l'émergence du ressentiment. Et puis, il y a donc la citation suivante, qui est dans un passage qui est assez étonnant. Nietzsche, pour illustrer
ce ressentiment, ce basculement entraîne quelqu'un dans une sorte de souterrain et c'est assez effrayant. Donc je propose de lire cette citation qui est extraite donc de ce passage. Et l'impuissance qui n'use pas de représailles devient par un mensonge la bonté, la craintive bassesse humilité, la soumission à ceux qu'on est obéissance, c'est-à-dire l'obéissance à quelqu'un dont ils disent qu'il leur donne cette soumission. Ils l'appellent Dieu. Ce qu'il y a d'inoffensif chez l'être faible, sa lâcheté, cette lâcheté dont il est riche et qui chez lui fait antichambre et attend à la porte, inévitablement. Cette lâcheté se part ici d'un nom bien sonnant et s'appelle patience, parfois même vertu. Sans plus, ne pas pouvoir se venger devient ne pas vouloir se venger, et parfois même le pardon des offenses, car ils ne savent pas ce qu'ils font, nous seuls savons ce qu'ils font. On parle alors de l'amour de ses ennemis. Le bien et le mal sont des valeurs nouvelles et naissent de l'inversion du bon et du mauvais. Ces valeurs sont créées non pas en agissant, mais en se retenant d'agir. Le méchant, pour l'esclave, c'est celui qui agit, qui ne se retient pas d'agir. Et le bon pour l'esclave, c'est celui qui se retient d'agir, et même, au point de vue d'un tiers divin, qui scrute les intentions. Ces valeurs, pour Nietzsche, cachent une haine extraordinaire de la vie, de tout ce qui est actif. Et le couronnement de cette inversion est un nouvel amour, celui des ennemis, ce qu'on vient d'évoquer dans l'extrait précédent. Les forces réactives finissent par contaminer le fort, le maître. On fait honte à l'action, on sépare la vie de ce qu'elle peut. La faute est alors intériorisée, la force est retournée contre soi. La mauvaise conscience gagne le fort, devenu esclave, impuissant, avec le sentiment d'une dette infinie. Enfin, l'idéal ascétique est la sublimation de tout ce renversement. Et c'est une réalisation du christianisme. Et là, Nietzsche fait bien la différence entre Paul et Jésus, puisque pour Nietzsche, le christianisme est bien inventé par Paul. Tout est renversé, les esclaves s'appellent des maîtres, les faibles s'appellent des forts, la bassesse devient noblesse. La négation de la vie est telle que le salut n'est promis qu'aux formes les plus faibles, ou valeurs dites supérieures à la vie. Et l'homme supérieur, qui n'est pas à confondre avec le surhomme, est celui qui porte le poids des valeurs supérieures. Ainsi parlait Zarathustra, c'est le personnage de l'âne qui symbolise donc cet homme supérieur responsable. Pour Nietzsche, le nihilisme est préparé par le christianisme. Et donc il n'a rien d'étonnant pour lui que l'athéisme absolu n'est pas en opposition avec l'idéal ascétique, il est au contraire une phase dernière de son évolution. Il est la catastrophe imposante d'une discipline 2 fois millénaire de l'instinct de vérité, qui en fin de compte s'interdit le mensonge de la foi en Dieu. Je ne suis pas rentrée là sur la question de la mort de Dieu, mais voilà comment Nietzsche annonce cette mort de Dieu. Alors pour en venir plus spécifiquement à la question du pardon, de pardonner, l'homme actif, donc l'homme qui est dans l'affirmation de la vie, pour Nietzsche, n'a pas besoin de pardonner ou de pardon, car il oublie, ou alors il est irresponsable, ou les deux. Conquérir le sentiment d'une pleine irresponsabilité, me rendre indépendant de la louange et du blâme, du présent et du passé, s'inscrirait pour Nietzsche dans une nouvelle interprétation des valeurs et de l'abandon de l'idéal ascétique. Et il y a cet autre passage qui affirme bien cette idée que l'homme actif n'a pas besoin de pardon ou de pardonner. Ne pas pouvoir prendre longtemps au sérieux ses ennemis, ses malheurs et jusqu'à ses méfaits, c'est le signe caractéristique des natures fortes qui se trouvent dans la plénitude de leur développement et qui possèdent une surabondance de forces plastiques, régénératrices et curatives qui va jusqu'à faire oublier. Un bon exemple dans ce genre, pris dans le monde moderne, c'est Mirabeau, qui n'avait pas la mémoire des insultes, des infamies que l'on commettait à son égard,
et qui ne pouvait pas pardonner uniquement parce qu'il oubliait. Un tel homme, en une seule secousse, se débarrasse de beaucoup de vermine qui chez d'autres s'installent à demeure. C'est ici seulement qu'est possible le véritable amour pour ses ennemis, à supposer qu'il soit possible sur terre. Quel respect de son ennemi à l'homme supérieur! Et un tel respect est déjà la voie toute tracée vers l'amour. C'est dans le premier traité de la généalogie de la morale. L'oubli est cette faculté de rétention active, c'est-à-dire de digérer, d'assimiler, de ménager une table rase de la conscience. Nietzsche emploie... excusez-moi. Voilà, ménager une table rase de la conscience. C'est un oubli actif. Sinon, sans oubli, comment pourrait-il y avoir du bonheur, de l'espérance, du présent? C'est une faculté de bonne santé par sa capacité d'enrayement. Et c'est le contre-pied de la détermination négative donnée par la psychologie. Mais si cette faculté d'oubli rencontre des ratés, l'homme n'arrive plus à en finir de rien. La faculté d'oubli ne trouve plus l'énergie pour renouveler la conscience, qui est envahie par la mémoire. Le ressentiment est alors une réaction sensible et qui cesse d'être agie. Le ressentiment est une maladie venimeuse, et j'ai mis entre parenthèses l'araignée puisque c'est dans la symbolique de Nietzsche, et notamment dans Ainsi parlait Zarathustra, cette araignée, la tarentule, représente donc cette maladie venimeuse qui va produire une violence, une haine sous le masque des vertus. Alors s'il y a pardon, c'est forcément une forme de ressentiment, un détournement subtil de la vengeance ou de l'incapacité à se venger. Ne pas pouvoir se venger devient ne pas vouloir se venger. C'est une autre forme de domination. En effet, l'offenseur peut être maintenu dans la dette, débiteur pour toujours, quoique pardonné. Le pardon-vengeance n'a pas de fin. La loi du talion serait alors préférable à un tel pardon. On pourrait même aller déclarer le pardon inconditionnel, mais cela ne suffirait pas à le rendre inconditionnel. Cela se traduirait chez Nietzsche comme un raffinement de vengeance, un feu qui ne s'éteindrait jamais. Avec l'amour des ennemis, le sommet du ressentiment culmine dans le sacrifice expiatoire porté par Dieu lui-même, rendant la dette éternelle. Le coup de génie du christianisme, Dieu lui-même se sacrifiant pour la dette de l'homme, Dieu se payant lui-même, Dieu comme le seul qui puisse racheter à l'homme ce que l'homme même ne peut plus racheter. Le créancier se sacrifiant pour son débiteur par amour, le croira-t-on, par amour pour son débiteur. Si on pourrait s'arrêter là et puis se dire que voilà, le pardon ne serait qu'une mascarade, qu'un détournement pour Nietzsche. Et puis, au fil des lectures, j'avais été frappée par l'affirmation de Nietzsche en disant mais je suis un bon messager, je ne suis pas aussi négateur que cela, et il dit j'ai un joyeux message, une nouvelle manière de penser qui affirme la vie. Alors est-ce que c'est pas à travers ce joyeux message qu'il y aurait un pardon possible? Cela pourrait se dire aussi autrement dans la pensée de Nietzsche. La volonté de puissance qui ne consiste pas à convoiter ni même à prendre, mais à créer et à donner. Cette volonté de puissance n'est pas à confondre avec la volonté de domination, c'est vraiment l'affirmation de la vie, et donc de cette vie qui crée et qui donne. Et puis il y a encore une autre image, c'est l'homme qui rit. J'ai trouvé ça assez étonnant, c'est en lisant Deleuze, parce que je ne suis pas allée rechercher encore dans Zarathustra, mais l'homme qui rit parce que il est un autre devenir, parce qu'il a enfin expulsé la tête du serpent noir qui l'étouffait, et ce serpent noir est le grand dégoût que ressentirait l'homme. Et donc je me suis dit peut-être que l'homme qui rit serait un homme qui pourrait pardonner. C'est peut-être une autre image pour Nietzsche, voilà, une manière d'évoquer ou de trouver quelque chose de l'ordre du pardon.
Euh, alors, au fur et à mesure de mes lectures, j'ai beaucoup pensé à Molière, en particulier à Tartuffe. Euh, Dans la première version de la pièce de Molière, la ressemblance du vice avec la vertu qui pouvait être prise l'une pour l'autre avait déclenché le scandale. Et Molière avait dû revoir sa copie et transformer Tartuffe en escroc. Mais même le temps passant, Molière se défendant, le débat qui s'est créé à ce moment-là est un débat qui pourrait rappeler, en tout cas être attaché à ces questions de généalogie de la morale, vrai ou faux dévot. Et surtout, ce débat porte sur la confusion entre le masque et la personne. Alors je me suis dit que Molière était peut-être un premier généalogiste avant Nietzsche. Je ne sais pas si Nietzsche avait lu Tartuffe, euh, mais voilà, en tout cas, ça m'a fait penser à cette pièce de Molière. Et puis, euh, je m'étais posé la question si Luther, d'une certaine manière, n'aurait pas apprécié aussi le travail de généalogie de Nietzsche, paradoxalement. Et en lisant l'article de Jean-Daniel Causse, cet article s'appuie sur Luther, justement. Et voilà, pour finir, par rapport à... Je me demande si on n'aurait pas intérêt à effectivement présenter un Jésus beaucoup plus nietzschéen que paulinien, voire même pascalien. Il y a une explication très intéressante de Deleuze entre Nietzsche, Pascal et Kierkegaard, et un autre philosophe. Et quand j'évoque un Jésus nietzschéen, c'est-à-dire un Jésus dont, voilà, qui nous dirait que ton oui soit oui, que dans l'affirmation de la vie. Et pourquoi plutôt nietzschéen que pascalien? Parce que Pascal, pour Nietzsche, ne s'est arrêté qu'à un pari, donc à une approche uniquement anthropologique, croire ou ne pas croire, alors que pour Nietzsche, il faudrait aller plus loin que ce pari. Et voilà, donc je me dis que la lecture de Nietzsche pourrait peut-être nous aider à avoir une approche, pas du christianisme, mais plutôt de la personne de Jésus euh, dans cette affirmation de la vie et d'une volonté de puissance qui consisterait à donner. Voilà, c'est très touffu, très, très riche. J'avais pas mal d'appréhension à retourner à Nietzsche parce que voilà, on a aussi beaucoup d'a priori et puis ça faisait des années que j'avais pas relu ces textes. Donc je reconnais que j'y ai découvert des choses assez surprenantes, au-delà de moments de lecture où ça fait quand même un peu froid dans le dos parce que quand il évoque le peuple juif par rapport aux Romains, enfin, c'est vrai que c'est assez bousculant. Merci beaucoup, Muriel. C'est passionnant et merci pour cette vraie lecture parce que je sens que ça vous a travaillé Nietzsche et j'ai l'impression que ça fait en fait, vous l'aviez déjà lu avant alors, donc je l'entends là à l'instant. Vous l'aviez déjà lu autrefois Oui, peut-être. j'ai eu un professeur de philo en terminale qui nous avait imposé la généalogie de la morale, ce qui avait été assez violent. Ah oui, d'accord, d'accord. C'était une prof de philo qui préparait une thèse sur Spinoza, et donc je pense que c'était quelqu'un d'assez pointu, Mhm. et ça avait soulevé pas mal de remous, enfin voilà, même dans la classe, je veux dire, on avait été assez secoués par cette lecture, Mhm. et j'avais été aussi très ébranlée par la figure du prêtre. Voilà, c'est pour ça que ça serait très long il faudrait. Non mais c'est bien parce qu'on voit que vous avez de
de quoi résister à Nietzsche d'une certaine manière, afin de ne pas vous laisser, tout en entendant ce qu'il dit. Que trop souvent, soit on est entièrement emporté par Nietzsche et après il reste plus rien, si je peux dire, et on se trompe, parce qu'en fait, c'est pas ça que Nietzsche dit. En fait, moi, je pense à les commentaires que fait Michel Onfray sur Nietzsche, et je me dis, mon Dieu, il est complètement, il ne mesure pas à quel point pour Nietzsche toutes ces questions sont vraiment importantes, comment il les prend au sérieux, quoi. C'est pas, voilà. Nietzsche est quelqu'un qui a une immense culture théologique, justement. C'est pas quelqu'un qui balaye tout ça d'un revers de manche. Soit au contraire, on est allergique tout de suite, bien sûr, parce que c'est très agressif, mais du coup, on ne reçoit rien du tout. Et je pense que moi, c'est une des choses qui me semble importante depuis une quarantaine d'années que je suis allé à l'Institut protestant, c'est de dire, voilà, des auteurs comme ça, il faut vraiment c'est comme Bataille, il faut vraiment les rencontrer, s'y confronter, on a besoin de les penser. Et je pense que d'une certaine manière, c'est plus, je pense que Nietzsche est plus encore roboratif, pour le dire comme ça, et critique. Il y a une adversité nietzschéenne par rapport au christianisme qui est plus féconde que celle de Freud, en fait. Freud a un peu un athéisme je dirais, d'épuisement de la. C'est autre chose là, c'est autre chose avec Nietzsche. Il y a vraiment une révolte. Oui. Et il me semble que l'athéisme de Freud est beaucoup plus positiviste, simplement. Il est juste de l'âge de l'athéisme scientifique, un peu simple, quoi. Que critique Nietzsche, d'ailleurs. Pardon? Je Oui, disais, cet athéisme positiviste, Nietzsche le critique. Oui, complètement. Alors, il y a plein de points d'appui de ce que vous dites là qu'on pourrait développer. Je sais pas, j'aurais dû en fait, beaucoup plus les noter au fur et à mesure. Par exemple, l'homme qui rit, donc justement parce qu'il a pu cracher, mordre, couper le serpent et cracher. Bon, ouais, c'est des scènes inoubliables. Hein, c'est des moments inoubliables dans Zarathustra. Ce rire qui veut, dans Zarathustra dit qu'il ne pourra plus jamais oublier ce rire et qu'il voudrait le retrouver, quoi. La volonté de puissance, qui n'est pas du tout une volonté de domination, qui est le contraire de la volonté de dominer. Au contraire, c'est la volonté de, de tout autoriser, de tout approuver. La volonté de puissance, c'est une volonté qui donne, c'est une volonté qui libère, qui autorise, et non pas qui ramène à soi. Ça, c'est ça, et on voit très bien du point de vue de l'éthique le prêtre ascétique qui ramène à soi, qui maintient son troupeau dans le remède, sous le poison dont il a le remède d'une certaine manière, bon, avec toute la culpabilité dont il a le remède. Ça, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment le contraire. Donc là, il y aurait peut-être justement en fait une autre image en effet du messager, joyeux. Et, alors, je mets de côté les choses sur lesquelles je vais revenir par rapport à la mémoire, hein, qui est vraiment la deuxième dissertation de la généalogie de la morale, qui porte beaucoup sur la mauvaise conscience. Mais la mauvaise conscience elle est générée par une maladie de la mémoire. La mauvaise conscience est une maladie de la mémoire. On va y revenir tout de suite, mais peut-être pour la généalogie, alors la première dissertation est très intéressante parce que c'est l'idée justement qui fait la valeur, c'est-à-dire en fait dans quelle orientation. Est-ce que c'est en gros, est-ce que c'est quelqu'un en bonne santé ou est-ce que c'est un malade, pour le dire comme là, c'est vraiment ça vient en effet de Paul Ray et ça vient d'une conception. C'est contemporain en tout cas d'une conception un peu darwinienne, on va dire. Hein. Il y a des populations, il y a des espèces qui montent et puis des espèces qui sont en déclin, on va dire. Hein, où il y a des races qui montent, des familles qui montent, des familles en déclin. Etc. Bon. Et alors justement, c'est ça il est d'ailleurs en débat avec Schopenhauer sur ces questions-là, parce que justement pour Schopenhauer, c'est dans le moment du déclin que se font les produits les plus géniaux, parce que justement c'est des produits qui sont
c'est des êtres qui sont libérés de la lutte pour la vie. Donc, à ce moment-là, ils peuvent être accéder à la beauté esthétique, ils peuvent accéder à la contemplation platonicienne des idées, des mathématiques, ils peuvent accéder à la bonté complètement désintéressée, parce qu'ils ont, voilà, ils ont été suffisamment portés par une vague de puissance pour ne pas avoir besoin de s'intéresser à garder leur pouvoir, à garder leurs avoirs, à garder leurs acquis, etc. Bon, ils sont dans cet état. Ça, c'est la thèse de Schopenhauer. Et Nietzsche la retourne en disant non, mais oui, d'accord, mais à ce moment-là, ça veut dire qu'ils ont déjà renoncé à la vie. En fait, ils sont déjà gagnés par ce nihilisme, par cette maladie qui est en fait de préférer la mort, de préférer le repos, de préférer le retrait hors de la vie. Et voilà, donc est-ce que les valeurs sont faites par une volonté qui veut vivre, qui affirme la vie, ont été capables de produire des valeurs, de cette manière, d'affirmer des valeurs, ou est-ce que c'est le produit, est-ce que c'est le bon, le mauvais, etc. Est-ce que c'est produit par justement des êtres qui sont eux-mêmes en état d'abandon de la vie, de retrait en dehors de la vie. Bon, ça c'est un peu le sens général de l'orientation généalogique, on va dire. Dans quelle généalogie, au sens aussi dans quelle courbe généalogique on se situe, on pourrait le dire comme ça. Donc, la troisième dissertation sur l'idéal ascétique, ce qui est intéressant, c'est justement ce qui montre que l'idéal ascétique, c'est apparemment la même chose, mais en fait, c'est des masques successifs, disait Muriel, de choses extrêmement diverses. L'idéal ascétique, ça peut très bien être, ça peut par exemple être le masque que va prendre une extrême volonté de puissance qui va se cacher sous les dehors ascétiques d'un moine, par exemple, dans un monastère, parce que sinon il aurait été immédiatement perçu comme une menace par ses proches et on l'aurait juste lapidé, on l'aurait tué, on l'aurait écrabouillé, etc. Et donc il faut qu'il trouve une cachette pour continuer à s'exercer, pour continuer à vivre. Hein. Bon, D'ailleurs, de la même manière, Nietzsche dit que la philosophie a épousé des formes successives. Il y a eu la philosophie qui se cachait sous la forme du moine, il y a eu la philosophie qui se cachait sous la forme du professeur. Enfin bon, il y a des. Quelle forme prend la philosophie? Parce que, mais finalement, la philosophie, pour lui, la véritable philosophie, c'est un animal. Le philosophe est une bête de proie. Hein, c'est comme ça qu'il le définit. De proie dans un sens de recherche, interrogative, de recherche de la vérité, hein, bon, etc. Donc, il y a une pluralité. Les valeurs, c'est pas simple. Les valeurs, il faut les interpréter parce que, en fait, elles sont des masques à interpréter. Il faut comprendre ce qui est dessous. Et la même valeur peut avoir des significations complètement différentes. Et elles peuvent avoir des orientations très nihilistes. Et c'est le sens général de l'idéal ascétique, c'est quand même en direction au fond, ça va vers la volonté de néant, qui est le nihilisme, et qui est pour Nietzsche une maladie. Hein. Donc attention, parce que j'entends régulièrement dire Nietzsche était nihiliste. Non, Nietzsche diagnostique dans notre société, dans nos pensées, dans nos religions, etc., le nihilisme comme une maladie qui existe partout, hein, notamment, et aussi dans la science, et aussi dans la démocratie, et aussi dans des choses qui nous sont pour nous très positives. Eh bien, il déniche pas toujours. Il peut y avoir des endroits où il y a eu Mirabeau vous voyez par exemple, il y a un éloge de Mirabeau là magnifique. Non, il y a partout aussi dans la science et aussi dans la philosophie et aussi même dans les monastères où il peut y avoir des figures. Par exemple, Nietzsche fait un énorme doit beaucoup, il n'a jamais critiqué Emerson. Emerson est vous le savez, issu des facultés de théologie de Harvard, c'est un unitarien qui a quitté le ministère pastoral juste après ses études en se disant que voilà, en fait, le plus important c'était de
c'était de vivre comme on pensait et de faire des conférences. Et il disait en fait le culte, la conférence, c'est la forme aujourd'hui du culte, quoi. Bon, pas la peine de s'encombrer il y a plein de choses qui sont inutiles, donc on va faire tout de suite une conférence. Ouais. Donc il a fait des centaines de conférences partout, dont un grand nombre ont été rédigées. Et donc pour Nietzsche et Emerson, voilà, c'est sous un dehors d'un conférencier théologien, unitarien, bon quand même, voilà, ben, c'est un esprit extrêmement, qui est tout sauf nihiliste. Voilà, quelque chose de ce que Emerson appelle la confiance en soi. Donc voilà, la généalogie, ou je dirais l'évaluation, c'est-à-dire aussi l'interprétation des figures, elle peut, voilà, il n'y a rien qui soit en quelque sorte donné tout de suite, mais il faut l'interpréter. Et donc, il faut sentir, d'où le marteau, il faut voir quel son ça rend. Est-ce que ça rend, est-ce qu'en fait, on sent là-dedans quelque chose qui est atteint par ce nihilisme, par cette volonté de néant? Est-ce qu'il y a cette volonté d'anéantissement, cette volonté de repos, hein, ou pas? Par exemple, au début d'Ainsi parlait Zarathustra, et c'est important pour le pardon, ça peut être une sorte d'introduction au thème du pardon. Zarathustra entend parler d'un professeur de vertu qui a une immense réputation, hein, quelqu'un qui fait des conférences sur la vertu, sur la morale, etc. Et tout le monde vient l'écouter. Et alors il va l'écouter, et qu'est-ce qu'il dit, ce professeur de vertu? Vous connaissez, vous vous rappelez ce passage? Non, il dit nah, il ne faut pas tuer. Non, il ne faut pas tuer parce que si vous tuez, après vous dormirez mal. Il ne faut pas voler. Il ne faut pas voler votre voisin. Non, parce que si vous avez volé, et si vous avez caché, vous allez mal dormir. Non, il ne faut pas coucher avec la femme de son voisin. Non, il ne faut pas coucher parce que vous allez mal dormir si vous couchez avec. Vous voyez, bon. Et donc, toutes les valeurs, il prend toutes les valeurs, elles ont toutes pour signification que ça empêche, voilà, les valeurs, la morale, c'est pour pouvoir bien dormir. Alors, Zarathustra dit, ah, voilà enfin un professeur de vertu qui est honnête. On comprend ce qu'il veut. Mais vous voyez, cette volonté de dormir, ça, on pourrait discuter, hein. Mais pour lui, ça, c'est vraiment, voilà, c'est la volonté de repos. C'est ça le nihilisme. C'est tout ce qu'on fait, le faire uniquement pour repos, pour retourner au repos, à l'éternel repos. Et Dieu comme repos éternel. La conception de Dieu comme un repos éternel. Là, pour lui, ça, c'est la maladie totale, quoi. C'est vraiment le nihilisme. Et donc, si on pardonne pour pouvoir bien dormir, ou si on demande pardon pour pouvoir bien dormir, voilà, ça donne le sens du pardon. Est-ce que c'est ça le sens de votre pardon? Est-ce que c'est juste pour bien dormir? Et donc, c'est important par rapport à tout le travail qu'on vient de faire sur l'anthropologie du pardon. Vous voyez, c'est tout à fait ça. Il y avait beaucoup d'autres choses, Muriel, dans votre exposé, hein. C'est un exposé très. Ce que j'aime bien, c'est que vous êtes vraiment confronté au texte et que vous allez chercher aussi un petit peu en dehors. Moi, j'ai un petit peu de mal à voir, si on pourrait dire, le côté nietzschéen de Luther. Mais disons, Nietzsche, en tout cas lui-même, ne l'a pas énormément relevé, quoi, si vous voulez. Une petite parenthèse, mais n'hésitez pas à me contester, Muriel, hein. Non, mais je pense que oui, c'est Nietzsche, enfin, l'image qu'il devait avoir de Luther ne pouvait pas coller, mais il y a des. Comment? Dans le bouleversement qu'a porté Luther, il y a quelque chose qui est de l'ordre du renversement aussi. Oui. Ouais. Voilà. Quelque chose de très affirmateur. Par exemple, quelque chose qui plaît à Nietzsche, chez Emerson, c'est quand Emerson dit j'écris sur le linteau des portes. Oui, je fuis femmes et enfants, église, etc. Ils iront avec tout. Hein, et j'écris sur le linteau des portes caprice. Vers de dire, je ne vais pas m'expliquer, je ne vais pas passer ma journée en explication, il dit un truc comme ça. Alors ça, c'est tout à fait, disons que ce ton qu'on a chez Nietzsche, dans lequel on arrête d'argumenter, on n'a pas besoin,
on ne va pas passer notre journée à argumenter, à nous expliquer. C'est une question de, ce qui compte, c'est notre volonté. Qu'est-ce que nous voulons? C'est pas notre intelligence, c'est pas nos arguments, c'est quelle est l'orientation de notre volonté. Et on va pas, voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas argumenter, il y a des choses qu'on ne peut pas entièrement expliquer, expliciter, voilà, on ne peut pas passer sa journée en explication. Ça, c'est vraiment quelque chose que Nietzsche a pratiqué d'Emerson. Et on peut dire que ça, c'est vraiment très, très, très luthérien, pas luthérien, mais c'est vraiment Luther. Il y a un côté comme ça chez Luther, ça c'est clair. Est-ce que les autres, là, vous avez des questions parce que vous aviez eu le texte sous les yeux, là, avant de Non, revenir? j'aimerais bien juste savoir les dates de naissance et de mort, le situer dans l'histoire. Et 1840. Il est né en 1844 et mort en 1900. Bravo. Voilà. merci. Et il est où? Il passe sa vie où? Allemagne, Suisse, il a pas mal voyagé. C'est aussi le grand ami de Wagner et de l'épouse de Wagner, Cosima. Il a eu un amour malheureux avec. Comment il s'appelle? Voilà. Lou Salomé. Lou Salomé, mais il y aurait beaucoup à dire aussi au regard de sa vie. Moi, j'ai découvert, je ne savais pas du tout cette relation si difficile et même la forme d'abus dont il a souffert à la fin de sa vie par sa sœur. C'est aussi un homme qui a été marqué par des deuils, le deuil de son père, le deuil de son frère. Donc et puis il y aurait aussi à dire sur ce que Nietzsche lui-même a dit de la maladie, parce que il a les crises qu'il a eues. Alors bon, il y a maladie, démence, enfin il y a un certain nombre d'hypothèses, mais Deleuze, je trouvais c'était très intéressant parce que Deleuze prend la défense de Nietzsche par rapport à cette question-là de la santé, où il montre que Nietzsche, en fait, en étant malade, comment je sais pas, je ne vais pas le dire aussi bien que Deleuze, mais il observe la maladie et être bien portant, enfin, ça lui permet encore d'aller plus loin dans sa réflexion. Oui. Et en fait, il faut voir que Deleuze a écrit l'antipsychiatrie avec Félix Guattari, qui est en quelque sorte une révolte contre la psychiatrisation, c'est-à-dire en fait la pathologisation. En fait, en gros, l'idée c'est que les fous sont peut-être les seuls qui sont en bonne santé dans une société. C'est toujours le geste socratique, c'est l'idée dans une société malade, les fous sont parfois peut-être ceux qui sont en bonne santé. Hein. D'ailleurs, il y a des phrases comme ça d'ailleurs chez Ricoeur aussi. Hein. Il y a un grain de folie qui est parfois nécessaire pour résister, je dirais, à une pathologie qui passe pour la normalité. Donc là, il y a quelque chose comme ça à la lecture de Deleuze, évidemment. Ça, c'est vraiment un point important. Mais par rapport à sa maladie finale, je voulais peut-être dire une chose, c'est que Schopenhauer a beaucoup insisté sur l'empathie, sur la pitié, sur la compassion comme étant le fond, le vrai fond de toute morale et même de toute religion pour lui. Hein. C'est ce fond de bonté, de bienveillance et de compassion. Et Nietzsche s'est beaucoup révolté contre ça. Oui, mais le moment où Nietzsche bascule dans la folie, quand même, où il va être interné, donc bien sûr avec l'intervention de sa sœur, etc. Mais c'est le moment où il voit un cheval être en train d'être battu à mort. Et c'est une scène, voilà, d'ailleurs, c'est une scène qui évoque un autre moment dans son œuvre que j'oublie, où il en parle, de quelque chose comme ça, en fait. Donc, très paradoxal d'une certaine manière. Vous voyez, donc Nietzsche n'est pas du tout l'espèce de brute insensible, de surhomme. Tiens, justement, cette figure du nazi qui est capable de faire souffrir atrocement des gens qu'il considère comme des animaux devant lui. C'est vraiment Nietzsche est vraiment le contraire de ça. Alors, oui, peut-être que vous avez peut-être besoin d'une petite pause ou dites-moi avec votre tête. Oui, c'est possible.
C'est Oui, c'est possible. possible. Ce serait bien. Oui, On fait merci. juste 2 minutes. On fait Oui, 2 c'est minutes de possible. pause pour ceux qui veulent aller aux toilettes ou n'importe quoi. Juste respirer un peu et puis on revient. 2-3 minutes. D'accord. Cette A été conférence va inventé. maintenant être enregistrée. Alors, écoute-nous. Oui, selon La Nietzsche, morale est une invention des faibles et que la vie elle-même est faite de rapports de force. Euh, Comme pour approfondir l'enquête, vous pouvez taper le précepteur. Donc, c'est un professeur de philosophie et c'est un philosophe qui fait des commentaires sur différents philosophes, dont Nietzsche. Et il a formidablement commenté la généalogie de la morale de Nietzsche. Donc, vous pouvez aller sur le site et ce serait très intéressant. Ça peut vraiment nous aider à approfondir notre enquête. oui, mais Merci. alors, moi je vais dire quelque chose là-dessus qui va un petit peu dans le sens de ce que cherchait Muriel à la fin de son exposé. Et c'est que Nietzsche définit le nihilisme comme l'incapacité à en finir avec rien. Et en fait, on est, quelque chose est en train de se finir, mais on n'arrive pas à en finir de ce qui se finit. Bon. Et ce que cherche Nietzsche avec sa philosophie au marteau, je dirais que c'est un nihilisme méthodique, c'est-à-dire au sens où il y a chez Descartes un scepticisme méthodique, on va douter de tout, mais pour voir trouver ce qui reste, ce qui résiste au doute. De la même manière, il y a chez Nietzsche une méthode, on pourrait dire, d'un nihilisme méthodique au marteau, mais parce qu'il ne cherche pas à rester dans le nihilisme, il cherche, on peut dire, à traverser le nihilisme pour trouver ce qui reste de l'autre côté du nihilisme. D'où d'ailleurs dans Zarathustra la figure au-delà du lion, qui est celui de la figure de la révolte, du non, et il y a l'enfant, qui est justement une figure du oui, une figure de l'affirmation, une figure de la joie, une figure de l'approbation, qui va avec l'éternel retour, etc. etc. Donc, c'est ça que Nietzsche cherche. Je ne dis pas que c'est ça qu'il a trouvé. Il ne s'est pas installé dedans, etc. Et donc, sa vie se termine plutôt apparemment dans l'échec, etc. Mais il me semble que ce que montre Nietzsche, c'est pas uniquement que la morale doit être détruite parce que toute la morale elle est faite par les faibles. C'est une sorte de transmutation de la morale, comme il faut aussi peut-être penser une transmutation de la science. Nous avons une conception de la science qui est une conception dans laquelle nous cherchons en quelque sorte à déshabiller les choses pour trouver ce qui est caché derrière. Et à force de déshabiller les choses, en fait, il ne reste rien. La vérité, l'idée de vérité est une idée nihiliste, parce qu'en fait, on déshabille tout, on enlève tous les voiles successifs pour trouver la vérité qui est cachée derrière et qui finalement n'est rien. Et donc, et là, à ce moment-là, on découvre que ce que l'on voulait, c'était le néant. En fait, on avait une conception nihiliste de la science elle-même, qui est toujours une manière de chercher toujours ce qui est derrière, de manière soupçonneuse, de manière, etc. Et que cette conception de la recherche de la vérité est elle-même une conception malade. Et que donc, à ce moment-là, comme dit Nietzsche dans le gai savoir, la science, le gai savoir, ne consiste pas à déshabiller les choses, à enlever mais au contraire, à chiffrer, à proposer, et pourquoi pas, voir les choses comme ça. Vous voyez, c'est non seulement même du jeu, et si on jouait à ça, et si c'était comme ça, mais même de l'ordre du pourquoi pas. Vous voyez, donc oui, il s'agit plutôt au contraire de multiplier les hypothèses de manière joyeuse. Hein. Les mathématiques, c'est on joue au possible, on joue à tous les possibles. Eh bien, il faudrait une science qui soit beaucoup plus joueuse, qui essaye tous les possibles. C'est pas la conception d'une vérité qui tue toutes les autres vérités. Il y a que ma théorie qui est vraie, les autres elles sont toutes fausses. Une conception, je dirais, guerrière de la science, dans laquelle il y a des théories qui doivent l'emporter sur les autres, et les autres c'est tous des fausses sciences, etc. Oui, bon,
faut changer d'esprit scientifique. Ça, c'est quelque chose qui a été très longuement redéveloppé par un philosophe français qui est mort récemment, qui s'appelle Michel Serres, hein, à partir de Leibniz, qui a beaucoup développé cette figure-là d'un savoir ludique, on va dire, jouant. Donc ça, c'est valable pour la science. Mais on peut dire la même chose. Donc il y a quelque chose comme non pas comme un rationalisme, mais comme un surrationalisme. On va eh bien, de la même manière, il y a quelque chose chez Nietzsche de surmoraliste. C'est-à-dire, en fait, il ne s'agit pas de démoraliser. Au contraire, si on enlève la morale, eh bien, on peut aussi avoir une conception dans laquelle on va enlever la morale pour trouver la vérité scientifique. Mais ce n'est pas du tout ça la démarche de Nietzsche. La démarche de Nietzsche, c'est en quelque sorte de transmuter une morale qui justement, qui nous déshabille la culpabilité, le ressentiment, la mauvaise conscience, par une morale qui crée des valeurs. La vraie morale, c'est une morale créatrice de valeurs. Non pas destructrice de valeurs, mais créatrice de valeurs. Une morale généreuse, en quelque sorte. Une morale qui augmente voilà, donc on peut dire qu'il y a quelque chose chez Nietzsche, au contraire, de surmoraliste. Comme il y a du surréalisme en littérature ou en poésie, si vous voulez. Vous voyez, il y a un surrationalisme scientifique, une science ludique. Il y a un surmoralisme éthique, et il y a voilà, un surréalisme poétique, littéraire. Enfin, oui, bon, c'est plutôt ça. Ce qui reste au-delà du nihilisme, c'est ça. Ça serait plutôt ça. En gros, ce que propose Nietzsche, et c'est pour ça que c'est quelque chose qui est très important pour moi chez des auteurs contemporains comme Ricoeur, etc., c'est la dimension poétique. Qu'est-ce que par-delà, je dirais, le moment, il y a un moment nihiliste, il y a vraiment un moment nihiliste, un moment de néant, un moment mais au-delà duquel il y a une sorte de regain poétique. C'est ça que je pense qui est visé par la démarche de Nietzsche quand on la prend dans son ensemble. S'il vous plaît. Oui. Moi, je m'interroge un peu sur la réception de Nietzsche dans le protestantisme contemporain, parce que j'ai l'impression que, bon, par certains côtés, le protestantisme s'oppose à Nietzsche, et par d'autres côtés, il a très fortement intégré sa critique, par exemple dans le rejet de la figure du prêtre. Donc, on ne veut surtout pas être ce prêtre-là. Le rejet de l'obéissance dans une certaine mesure. Enfin, peut-être, voilà, le protestantisme est devenu un peu nietzschéen par certains côtés pour justement ne pas être moralisateur, surtout pas, quoi. Oui. Oui, mais je pense enfin, je sais pas, hein, j'ai le sentiment que on a plus été touché par la critique freudienne que par la critique nietzschéenne quand même. Et que donc, on fait attention à ne plus être, mais il faut dire que la société tout entière est sortie du discours de la culpabilité ou de la culpabilisation, qui était, bon, mais peut-être plus par un chemin freudien que par un chemin nietzschéen. Mais vous avez peut-être raison. Et en tout cas, c'est certain qu'il y a eu un moment nietzschéen, même si vous lisez le Moltmann il y a un certain Moltmann qui est post-nietzschéen, le Seigneur de la danse, ou Harvey Cox dans La Fête des fous, par exemple. Il y a un moment de la théologie protestante autour des années hippies, des années 68, etc. Il y a un moment nietzschéen, ça c'est clair. Mais je pense que voilà, théologiquement, on a quand même beaucoup plus sérieusement rencontré Freud que Nietzsche jusqu'à présent. Mais bon, je vous dis ça, il faudrait regarder ça très en détail. Yeah. Ouais. Alors, on en vient. Vous avez d'autres remarques, d'autres questions? Je vois qu'il est 30, j'aimerais quand même terminer au moins cette section-là. Je reprends à ma manière des choses qui ont déjà été dites par Muriel. Donc, il n'y a pas que, en gros, il n'y a pas que l'oubli de refoulement qui peut être malade,
il n'y a pas que l'oubli malade, la maladie de la mémoire qui est l'oubli, il y a la maladie de l'oubli qui est la mémoire, pour le dire comme ça très, très rapidement. Ou pour le dire autrement, il y a autant à rompre avec une mémoire malade qu'avec un oubli malade. Voilà, un oubli qui est un oubli parce qu'on n'arrive pas à se souvenir. Dans le préambule de Par-delà le bien et le mal, Nietzsche écrit « Veux-tu voler? Veux-tu être chez toi dans les hauteurs? Jette à la mer le plus lourd de toi-même. Voici la mer, et toi, jette-toi dans la mer. Divin est l'art d'oublier. » Alors, divin est l'art d'oublier. Voilà. Nietzsche est quelqu'un qui a retourné les choses. Il n'y a pas l'oubli n'est pas l'état le plus bas, je dirais même presque infra-animal. Et puis là-dessus, plus on monte dans l'échelle des créatures et plus il y a de mémoire. Non, plus on monte dans l'échelle des créatures et plus il y a la faculté d'oublier. Le divin, c'est vraiment c'est le divin du divin, c'est l'oubli, c'est la faculté d'oublier. Vous voyez, bon, c'est une sorte de retournement quand même par rapport à Leibniz, par exemple, dans laquelle la grande monade se souvient de tout. Bon, c'est vraiment un retournement. Donc, éloge de l'oubli, d'un oubli vital, d'un oubli presque animal, donc animal ou divin. Et il dit donc là que, dans la généalogie de la morale, que la mémoire est l'échec de l'oubli. On se souvient. C'est pas l'oubli qui est un échec de la mémoire, c'est la mémoire qui est un échec de l'oubli. Donc, ça veut dire que l'oubli n'est pas simplement l'usure de la mémoire, là où la mémoire n'a pas réussi à engranger le souvenir. Non, l'oubli est quelque chose d'actif, quelque chose de positif et d'actif. C'est pas juste passif, c'est pas juste quelque chose qui arrive passivement parce que on n'a pas la mémoire de Dieu, donc malheureusement on n'a pas une mémoire totale. Non, l'oubli est actif, l'oubli est quelque chose de nécessaire. Et alors c'est là que on rejoint Deleuze qui va distinguer la conscience active et la conscience réactive et qui montre que le ressentiment, la mémoire malade, est une mémoire réactive. Il écrit « Supposons une défaillance de la faculté d'oubli, la cire de la conscience est comme durcie, l'excitation tend à se confondre avec sa trace dans l'inconscient. » Et vous voyez, il n'y a plus d'excitation, il y a juste la trace dans l'inconscient de l'excitation. Et inversement, la réaction aux traces monte dans la conscience et l'envahit. Le ressentiment est une réaction qui à la fois devient sensible et qui cesse d'être agie. Formule qui définit la maladie en général. Qu'est-ce que c'est que la maladie? C'est une réaction qui devient sensible et qui cesse d'être agie. Et c'est plus notre action, c'est quelque chose qui est malgré nous, et qui envahit notre conscience en plus. Donc ça devient sensible. Et il écrit aussi un peu plus loin, la mémoire des traces est haineuse par elle-même. Nous devons nous méfier de ceux qui s'accusent. Non, mais ça, c'est Nietzsche. C'est quoi cette histoire que j'ai pris? Ah non, c'est un commentaire. Il a tellement épousé le langage de Nietzsche que je croyais que c'était Nietzsche. Nous devons nous méfier de ceux qui s'accusent devant ce qui est bon ou beau, prétendant ne pas comprendre ou ne pas être dignes. Leur modestie fait peur. Quelle haine du beau se cache dans leur déclaration d'infériorité. Nous devinons ce que veut la créature de ressentiment. Elle veut que les autres soient méchants. Elle a besoin que les autres soient méchants pour se sentir bonne. C'est bizarre, c'est vraiment trop Nietzsche, ça. Je ne reconnais pas la citation. 36, allez, je vais regarder. Si, c'est tout à fait une citation de Nietzsche, excusez-moi. C'est une citation de Nietzsche dans la première dissertation de la généalogie de la morale. Donc, voilà, l'incapacité à oublier, c'est ça qui définit le ressentiment comme maladie. L'incapacité à oublier,
Et c'est lié à une impuissance à admirer, à respecter, à aimer, à voir le bon, si je puis dire. Donc, la conscience suppose, pour agir, si on veut agir, si on veut une conscience active, elle suppose cette faculté active par excellence qui est l'oubli, la faculté d'oublier. Dans la deuxième dissertation de la généalogie de la morale, Nietzsche écrit élever, c'est la première phrase de la dissertation, élever et discipliner un animal qui puisse faire des promesses. N'est-ce pas la tâche paradoxale que la nature s'est proposée vis-à-vis de l'homme? Il faut que l'homme soit capable de faire des promesses. Mais c'est pas du tout facile parce que justement, je suis en train de chercher comment à l'âme animale faire une mémoire? Comment sur cette intelligence du moment, à la fois obtuse et trouble, sur cette incarnation de l'oubli, imprime-t-on quelque chose assez nettement pour que l'idée en demeure présente? Nous, spontanément, on oublie. Et comment est-ce qu'on va créer la faculté de mémoire? Ce problème, très ancien, comme il est facile de l'imaginer, n'a pas été résolu par des moyens précisément doux. Peut-être n'y a-t-il même rien de plus terrible et de plus inquiétant dans la préhistoire de l'homme que sa mnémotechnique. Pour créer la mémoire, il a fallu, je continue à lire, on applique une chose au fer rouge pour qu'elle reste dans la mémoire. Il a fallu marquer par une souffrance. La mémoire, c'est comme le gavage des oies, si vous voulez. Pour que les humains soient capables de mémoire, il a fallu leur créer une maladie, qui est la maladie de la mémoire. Voilà. Et après, le problème, c'est comment est-ce que cette maladie de l'oubli, qu'on appelle la mémoire, cette faculté de se souvenir, ne va pas être tournée vers le passé, un ressentiment passif, réactif, mais va être, on va se dégager de cette maladie pour en faire un organe positif tourné vers le futur, et que la mémoire soit une mémoire des promesses, et non pas une mémoire des malheurs passés. Voilà le problème. Voilà le problème anthropologique que propose Nietzsche dans la lecture qu'en propose Deleuze. Donc voilà le rôle de la faculté active d'oubli, une sorte de gardienne, de surveillante chargée de maintenir l'ordre psychique, la tranquillité, l'étiquette. On en conclura immédiatement que nul bonheur, nulle sérénité, nulle espérance, nulle fierté, nulle jouissance de l'instant présent ne pourrait exister sans cette faculté d'oubli. Voilà, donc on peut agir au présent, on peut être là, on peut vivre le présent, parce qu'il y a une faculté d'oubli qui est elle-même active. Et ce qui est malade dans le ressentiment, je le disais tout à l'heure, c'est qu'on réagit non pas à la blessure. Réagir à une blessure, à un coup, bien sûr, c'est normal. Ça, c'est la santé. Mais on réagit à la cicatrice de la blessure. On ne fait que réagir la blessure. C'est-à-dire, en fait, on ne fait que rouvrir les cicatrices du passé. On ne cesse de rouvrir quelqu'un qui ne cesse d'enlever les croûtes. Donc, il empêche la cicatrisation parce qu'on ne cesse d'enlever la croûte. Mais laissez faire la croûte jusqu'à ce qu'elle tombe. Arrêtez d'enlever vos croûtes. Vous voyez, arrêtez de vous gratter. C'est ça le geste, si vous voulez. C'est la maladie de réagir à la cicatrice que l'on ne cesse de rouvrir, mais qui n'a à la limite plus rien à voir avec la blessure première, qui est une blessure, d'accord. Mais à la fin, ce n'est plus la blessure, c'est une blessure purement artificielle qu'on a cessé de réagir. Et en fait, justement, on ne peut même plus se souvenir de la blessure première dans cette histoire-là. C'est plus du tout une mémoire, en fait. C'est une mémoire malade. Voilà. On ne se souvient pas de la blessure, on se souvient du souvenir de la blessure. Et il y a beaucoup, ça vraiment, Nietzsche montre quelque chose qui, à mon avis, est très important et qui est très, très réel, si je peux dire, qui nous arrive beaucoup. Voilà. Et alors, pourquoi est-ce qu'on est obligé de passer par cette maladie que Nietzsche appelle la mémoire? Parce que chez Nietzsche, cet oubli vital, cet oubli divin, comme je viens de le dire, cet oubli animal, en même temps, c'est un oubli pré-humain. Lui, il voudrait aller de cet oubli pré-humain
vers un oubli surhumain, un oubli divin. D'un oubli animal, on va dire, à un oubli divin. Comment est-ce qu'on va d'un oubli animal à un oubli divin? Alors que nous sommes, nous, humains, trop humains, pour reprendre le titre de son livre, trop humains. Eh bien, comment est-ce qu'on fait ça? Parce que justement, cette figure du surhomme, ou de l'homme surmoral, pour reprendre le mot que je disais tout à l'heure, c'est celui qui a traversé cette longue maladie. Et c'était ça l'espoir de Nietzsche, pour lui-même, être capable de traverser cette longue maladie pour en sortir de l'autre côté, par une sorte de convalescence, qui était une nouvelle enfance, une nouvelle adolescence, sortir de cette longue maladie du ressentiment, pour être convalescent du ressentiment, pour être convalescent de la vengeance, de la volonté de vengeance. Donc, vous voyez, Muriel a complètement raison de dire qu'il y a quelque chose comme une recherche du pardon, mais non pas dans le sens d'éternisation du ressentiment, mais dans un tout autre sens. Et donc, voilà, c'est la mémoire du passé, c'est le ressentiment, c'est le ressassement, c'est la mémoire des traces réactives. Ce que cherche Nietzsche, d'après Deleuze, c'est la mémoire de la promesse, c'est-à-dire une mémoire active, hein, une mémoire en bonne santé, une mémoire de la promesse, une mémoire des promesses, une mémoire non du ressentiment, mais de la promesse, de l'assentiment. Ce à quoi je dis, mais oui, l'assentiment, c'est ça qui nous manque, hein, contre le ressentiment, l'assentiment. À quoi est-ce que nous disons oui? Qu'est-ce que nous approuvons? Qu'est-ce que nous admirons? Qu'est-ce que nous voulons en fait? Voilà, c'est ça la volonté de puissance. Vous voyez le retournement proposé par Nietzsche, mais qui suppose paradoxalement d'être passé par le nihilisme, d'être passé par cette maladie. Sans être passé par cette maladie, on reste une incarnation de l'oubli, on reste une bête obtuse, si je peux dire. Et pourtant, voilà, comment est-ce qu'on va retrouver la santé au-delà d'une maladie qui aura créé en nous, on pourrait dire, une nouvelle faculté, un nouvel organe. L'organe qui s'appelle la mémoire et qui est cet organe de la promesse. Voilà en gros ce que je voulais ajouter par rapport à l'exposé le très bon exposé de Muriel. Voilà, on a un petit moment de discussion si vous voulez. Alors moi je voudrais moi j'ai été intéressé par l'idée qu'il n'y a pas de pardon, pour l'homme actif ne pardonne pas, parce que j'ai l'impression que ça résonne très fort dans la société contemporaine où finalement le pardon est devenu une valeur chrétienne seulement, et moi ça m'interpelle. Je me dis pourquoi est-ce que le pardon est vu comme quelque chose de chrétien, alors que ça pourrait être aussi chrétien que ne pas tuer son prochain, quoi. Donc quelque chose de plus universel. Mais c'est vrai que aujourd'hui les gens ont cette idée qui est peut-être nietzschéenne de dire je vis sans regret pour aller de l'avant, je vais secouer la vermine autour de moi, et puis pour pas vivre dans le passé. Et donc le pardon est vu comme quelque chose de superflu qui finalement est une démarche un petit peu ennuyeuse, un peu comme la confession finalement, quoi. Voilà. J'ai l'impression que voilà, Nietzsche a eu un écho très fort dans l'idée qu'il n'y a pas besoin de pardon finalement. Oui, mais justement, alors c'est pour ça que c'est important pour moi de repasser par Nietzsche, parmi les autres figures. Hein, je voyais bien que j'essaye de dire que le pardon se prend en plusieurs acceptions. Il y a un sens évangélique ou un sens, on pourrait dire, extraordinaire ou rare, même Derrida. Bon, il y a un sens pragmatique, moral, Austin. Et puis là, il y a un sens anthropologique, Freud même. L'anthropologie. Et j'en passe par Nietzsche parce que je pense que justement, c'est important votre question, Nicolas, c'est justement que j'ai le sentiment que ce qui est resté de Nietzsche, en gros, c'est en gros qu'on est des animaux, si je peux dire. Mais pour revenir à, en fait, il faut vivre, il faut revenir à la lutte pour la vie. Je pense que du coup, on n'a pas vraiment intégré la complexité, c'est ce que je disais par rapport à Michel Onfray tout à l'heure,
on n'a pas intégré la complexité du cheminement de Nietzsche, qui quelque part est très parallèle à celui de Dostoïevski, d'ailleurs par rapport à Jésus. C'est un grand lecteur de Dostoïevski. Et ce que je disais sur le cheval, c'est des scènes qu'on retrouve chez Dostoïevski d'ailleurs, exactement. Et que du coup, en fait, en gros, il faut être insensible, il faut être un animal un peu, voilà, on ne va pas s'encombrer de la sensibilité, on ne va pas s'encombrer. Alors que je pense que Nietzsche, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Et ce que je viens de dire en disant cette mémoire de promesse demande à avoir traversé cette longue maladie, cette longue, voilà, ce long trouble qu'est le nihilisme, qu'il appelle le nihilisme. Eh bien, je pense que ça dit quelque chose que d'une certaine manière, aujourd'hui, on a oublié dans nos lectures de Nietzsche. Et je pense que, voilà, il y a quand même, en ce sens-là, Muriel avait raison dans la fin de son exposé, je pense qu'il y a la possibilité d'avoir une compréhension purement nietzschéenne du pardon. Une compréhension, ou alors on pourrait le dire autrement, une conception post-nietzschéenne. On peut parler de pardon après avoir lu Nietzsche. Et on peut trouver chez Nietzsche des points d'appui pour une conception du pardon profondément renouvelée et à mon avis très positive. Et pas très éloignée, à vrai dire, de ce qu'on trouve chez Hannah Arendt. Le pardon comme ce qui nous délie d'un passé, nous délie d'un ressentiment, pour être justement actif, pardon, comme une réaction active et qui nous rend capable de nouveau de nous lier par des promesses. D'ailleurs, les petits paragraphes de Hannah Arendt dans Conditions de l'homme moderne, il y a quelque chose de nietzschéen, je trouve. Mais voilà, c'est certainement un débat important. Vous avez raison de dire qu'il y a une sorte de vulgate. Il y a une vulgate nietzschéenne, en fait. Maintenant que c'est la deuxième fois que vous insistez là-dessus, c'est vrai, et qui existe partout. Vous avez raison. Il me semble que Deleuze va beaucoup plus loin dans l'intégration de la pensée de Nietzsche. Je réalise que ça fait vraiment, je ne sais pas combien d'années que je n'ai pas fait de cours sur Nietzsche. C'est toujours, c'est important de faire des cours sur Nietzsche. Oui. Oui. Est-ce que par ce nihilisme que propose Nietzsche, est-ce qu'il est possible d'être délivré du péché véniel ou péché générationnel? Puisque, bon, tout à l'heure, le mot technique aussi est arrivé. Et sur le plan théologie pratique, il y a certains qui pensent que par la prière, on peut être délivré du péché générationnel, etc. Donc, sur le plan philosophique, est-ce qu'il est possible? Alors, qu'est-ce que c'est que le péché originel? Ce serait intéressant, ça, de dire. Donc, il y a vraiment une critique chez Nietzsche de la notion de dette, de la culpabilité dans un sens, etc. Donc, mais la généalogie de la morale, c'est curieux parce que c'est pas contemporain, mais presque de grands textes de Kierkegaard sur cette question de la génération et cette question d'un péché originel et d'une généalogie d'une certaine manière. Moi, je dirais plutôt que comment est-ce qu'on va dire ça? On est, au sens de la naissance, dans une condition généalogique. Où est-ce que l'on est? Et d'une certaine manière, le propos de Nietzsche est de dire c'est pas du tout indifférent là où tu nais, dans quelle époque, dans quelle culture, dans quel corps, dans quel... et c'est très injuste, mais voilà, on est dans des conditions différentes et donc on est avec, si je peux dire,
notre volonté est comment est-ce que je dirais, indexée, voilà. Notre volonté est indexée à une généalogie. Alors après, on peut changer l'indexation de notre volonté, si je peux dire, par un travail individuel. Mais on est avec un certain index généalogique. C'est-à-dire des conditions de naissance, des conditions de milieu, voilà, de milieu culturel, de milieu organique, de milieu vital, de milieu, voilà, et qu'est-ce qu'on en fait? Alors, la question du péché originel pourrait être raccordée d'une certaine manière, à cette condition généalogique. J'essaie de trouver un sens nietzschéen à votre question, hein, parce que la question du péché originel au sens du péché de la culpabilité, etc., Nietzsche l'écarte tout de suite complètement. Hein, c'est quelque chose qui ne l'intéresse pas. Mais dans ce sens-là, oui, il y aurait quelque chose comme une sorte d'étroitesse de naissance. On est dans une certaine condition et généalogique. Ouais, c'est une réponse très, très, très limitée, hein, mais tout d'un, ça m'a fait penser à ça. C'était ça qui m'a intéressé dans votre question. Mais il y a aussi peut-être les orthodoxes, par exemple, ils ont critiqué le péché originel en disant que c'est une vision négative de l'homme. Et Nietzsche, peut-être, il donne la même critique en disant qu'il y a une vision trop négative de l'homme dans le christianisme qu'il connaît. Ah, complètement, complètement. Moi, il y a un texte de Ricoeur que je recommande toujours à mes étudiants en première année, qui est L'image de Dieu et l'épopée humaine. Et Ricoeur qui essaye de sortir d'un certain augustinisme dans lequel on a réduit le péché à une faute très individuelle d'un monsieur dans son jardin avec sa femme. Il dit, il se moque, moi. Et dans laquelle la rédemption, on l'a réduite du coup à être le recrutement d'élus solitaires hors d'une masse perdue. Et il dit, mais c'est pas du tout, quand on lit les pères de l'Église, mais c'est pas du tout ça le sentiment que ça donne. Le péché, il est beaucoup plus ample que ça. Il traverse tous les registres de la vie. Il est aussi, je dirais, c'est pas à ce point centré sur l'humain et notamment sur l'humain individuel. Bon, c'est beaucoup plus, ça traverse aussi les institutions, ça traverse aussi la création tout entière. Et donc la rédemption aussi traverse aussi les institutions, traverse aussi la création. C'est pas un truc limité à des individus dans leur moralité ou dans leur immoralité ou leur chance d'être élus ou on ne sait pas quoi. Voilà. Donc là, oui, il y a certainement un énorme travail à faire sur nos représentations du péché. De ce point de vue-là, à mon avis, d'ailleurs, Nietzsche est plus utile que Kierkegaard, parce que Nietzsche a justement déjà une conception beaucoup plus vitale, on va dire. Hein. C'est la vie. Nietzsche, c'est quand même une philosophie de la vie. Et donc, c'est assez important. C'est pas centré sur l'individu et son âme, on va dire, en dehors de la vie, des corps, Bon, il y a d'autres questions, d'autres remarques. Il ne nous reste plus que 6 minutes pour. On peut continuer à discuter. Hein. On attaque la quatrième partie la prochaine fois. On a encore quand même. Bon, on n'a plus que 2 séances. Dans la fin, il y avait je vais quand même. Sauf si vous avez une question qui vous brûle les lèvres sur Nietzsche, hein, on peut y revenir autrement. Hein. Mais je voulais juste introduire très rapidement les 2 ou 3 questions qu'on va rencontrer la prochaine fois. Donc en basculant vers les questions des politiques du pardon, de l'histoire, de l'oubli, parce que justement le pardon touche les questions de mémoire collective, de changement des générations, de décalage des générations, le fait qu'il y ait des crimes qui sont trop grands pour être punis, parce que là, vous voyez, la vengeance, c'est je vais me venger, bon. Mais là, il y a des choses.
n'y a pas de tiers reconnus, les coupables ont disparu autant que les victimes. Il y a un conflit des mémoires qui ne se souviennent pas des mêmes choses. Hein. Vous imaginez, déjà, dans un accident de voiture, on a du mal à comprendre ce qui s'est passé. C'est très drôle de regarder quand il y a un accident de voiture et les récits des témoins. C'est comme si c'était pas la même, c'est pas la même chose qui s'était passée. Vous voyez, bon, alors vous imaginez dans l'histoire passée comment c'est compliqué. Bon. Alors, j'ai 2 ou 3 nœuds de discussion que je veux soulever. Premier nœud, est-ce qu'on peut parler de culpabilité collective? Est-ce qu'on peut parler d'un pardon collectif? Voilà. Est-ce qu'on peut parler passer du je au nous en termes de pardon, de demande de pardon ou de pardon accordé ou de etc. Voilà. Ça c'est une première question et voilà, il y a pas mal de discussions et de textes là-dessus. Une deuxième question, c'est justement, et là on a déjà peut-être une idée avec ce qu'on vient de faire entre Freud et Nietzsche, c'est ce que Ricoeur appelle l'inquiétant spectacle que donne le trop de mémoire ici, le trop d'oubli ailleurs, l'influence des commémorations. On est dans une époque de commémoration. La France est un pays, l'Europe en général est une société qui est pleine de commémorations. On a un âge de patrimonialisation du passé, etc. Mais aussi en même temps, ça veut dire peut-être que c'est comme contrepoids à un âge où les révolutions technologiques font que nos archives sont déclassées, on ne retrouve plus les photos qui étaient dans un format ancien, je sais pas comment dire, les bulldozers de l'urbanisation ont complètement bouleversé nos paysages, etc. Donc il y a aussi un rapport au passé extrêmement puissant et extrêmement destructeur. Donc il y a les deux, hein, si vous voulez. Mais voilà, là c'est un deuxième débat. Quel est notre rapport au passé? Est-ce qu'on a c'est quoi le juste rapport, le bon rapport au passé? Est-ce qu'on a besoin du passé? Pas trop? Comment? Oui, etc. Ouais. Voilà, ça c'est 2 questions. Et je vous ai envoyé là tout à l'heure un texte d'Antoine Garapon, issu du livre Ces crimes que l'on ne peut ni punir ni pardonner. Je crois que c'est le titre du livre. Tout à l'heure, je le cherchais, mais je n'ai pas réussi à le retrouver, mais je crois que c'est ça. Ah, mais peut-être que je l'ai mis dans la bibliographie. J'ai pas mis une bibliographie pour ce cours? Oui, bien sûr. Je cherche. Garapon, oui, c'est ça. Des crimes que l'on ne peut ni punir ni pardonner, virgule, pour une justice internationale. Paris, Odile Jacob, 2002. Oui, donc c'est un livre qui date déjà d'une 20aine d'années. J'ai extrait un texte, et peut-être que la prochaine fois, on peut commencer à partir de la lecture de ce texte. La prochaine fois, il n'y a pas d'exposé prévu, hein, je pense. Non? Personne ne lève la main en disant... Oui. Olivier, moi, j'ai un souci pour les 2 prochains cours. Oui. J'ai un petit peu de mal d'ailleurs à comprendre en termes d'organisation parce qu'il y a donc là un séminaire pour les masters et doctorants jeudi prochain, si je ne me trompe pas. T'as raison, Muriel, je viens de me rendre compte aussi, c'est un jeudi, t'as raison. C'est donc Oui, jeudi département d'histoire. Voilà, donc Oui. il y a un conflit au niveau des horaires. Et moi, mon deuxième problème, c'est que le 17, il y a la journée, le séminaire biblique interdisciplinaire avec Céline Romer, Christophe Singer et Guylaine Antier, qui va durer le matin et l'après-midi. Donc moi, je me retrouve, j'ai un souci pour les 2 prochains cours. D'accord. Et le prochain, c'était quoi, vous dites? Jeudi prochain. C'est un séminaire d'histoire, c'est ça? Oui. Un truc méthodologique. Enfin, on vient juste de nous en parler. J'étais pas au courant. Moi, je savais pas qu'on aurait ça, mais apparemment, ça fait partie de notre cours de méthodologie obligatoire. D'accord. Bon, écoutez. Pardon? Tu disais quoi, pardon, Muriel? Ça fait partie, enfin, en tout cas, tel que j'ai compris le courriel du doyen, c'est que ça fait partie Oui. des obligations d'assiduité, en tout cas assez court. Oui. Mais c'est vrai que c'est bizarre que ça tombe sur notre cours d'éthique parce que, moi, c'est sûr que je veux pas faire passer l'histoire avant l'éthique. Donc,
Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est très fréquent et même, je dirais, c'est de fréquent de plus en plus à l'IPT, on passe des trucs qui se chevauchent. Ça n'existait jamais il y a 15 ans, on aurait fait ça, mais jamais, 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 quoi. Et ça arrive de plus en plus souvent. Moi, ça m'est arrivé, je sais pas combien de fois, de découvrir qu'il y avait un chevauchement. D'accord, ben je vais en parler. On a un collège d'enseignants cet après-midi et je vais te dire, écoutez, arrêtez, quoi. Faut arrêter ça. C'est pas, Oui. c'est pas S'il vous plaît. Oui. Et puis vous nous dites après ce qui a été décidé, parce que moi aussi je découvre. Il y a trop. On a des indigestions. On n'arrive pas à tout assimiler. Ouais. Après, s'il le laisse le jeudi prochain, le truc de méthodologie d'histoire, j'espère qu'on aura le droit de choisir quand même. Ben oui, oui, parce que moi, je peux très bien dire que pour moi, c'est obligatoire et Bah que oui, si oui, vous mais n'êtes pas, Oui, vous n'aurez oui. pas la validation. Vous n'aurez pas la validation si vous n'êtes pas en cours. Je pourrais très bien dire ça. Ouais, bah, de toute manière, hein, il nous faut 10 ans pour faire ce qui se fait. Ils disent qu'il faut 5 ans. C'est pas possible. Ah ouais, je sais bien. Vous savez, les études de théologie, de plus en plus, je réalise, sont vraiment une sorte de mastodonte euh, au milieu de l'âge contemporain où tout est compartimenté, où on ne fait qu'une seule chose. Les études de théologie, c'est des humanités dans tous les sens du terme, littéraires, philosophiques, c'est des études. C'est incroyable ce qu'on vous fait faire. C'est vraiment, c'est, c'est une classe prépa pendant 5 ans, quoi. Oui. C'est extrêmement, extrêmement difficile, extrêmement difficile. Et c'est Ok, ça qui est ben j'en parle. intéressant en même temps. C'est ça qui est intéressant, bien sûr, bien sûr. Avec ce côté transversal aussi par rapport à toutes les disciplines, etc., et qui manque aujourd'hui beaucoup à notre culture. Mais écoutez, d'accord, je vais en parler cet après-midi, je vous mets un message. On pourrait D'accord. aussi, je vous dis franchement, sur ce thème du pardon, il est tellement immense. C'est un fleuve, vous voyez, on est loin de l'embouchure. Je regardais beaucoup ces jours-ci la carte. Hier soir encore, je regardais sur Google Earth, j'ai essayé de suivre le fleuve Congo. C'est fou le Congo. Le Congo. Mais ils sont tous. Le Nil, c'est incroyable aussi, l'Amazone. Mais le Congo. Mais il y avait une Et alors, raison précise que vous vouliez suivre le fleuve Congo? mais C'était j'aime beaucoup le Congo. Je ne sais pas D'accord. pourquoi, j'aime beaucoup le Congo. J'y suis allé une ou deux fois faire des cours là-bas et je rêve d'aller. Mais les routes, ça passe pas, ça passe pas. On fait tout faire à pied, mais bon, et c'est un peu bon. Tiens. Et alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Oui, c'est ça. De toute façon, on est loin de l'embouchure. Il y aurait encore plein d'autres fleuves qui pourraient nous rejoindre avant d'arriver. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce qu'on a fait était déjà énorme. On pourrait très bien dire que ça y est, le cours se termine aujourd'hui, quoi. On termine sur Nîmes. Bon, bah, très bien. Hein. Ah, mais alors là, par contre, non. Alors là, non. Alors ça, je suis pas d'accord. Non, non. On avait prévu 12 séances. Ou je sais pas. Ah, non, non. Enfin, c'est pas... Non, je m'y oppose. D'accord. Il y a un pacte. Je suis tenu par un pacte. Ah oui, Mais oui, voilà. bah oui. Olivier, vous allez dire qu'il y a de la révolte. D'accord. Vous allez transmettre au collège d'enseignants qu'il y a de la révolte. Moi, j'avais une dernière question très pratique concernant Oui. la validation. Oui. Vous avez évoqué une fois la question des réécritures de cours, mais aussi éventuellement de fiches de lecture. Mais il y avait aussi l'exposé que vous avez fait, c'est une fiche de lecture pour moi. Ah, mais c'était pas, il n'y a pas deux choses à faire? Moi, j'avais compris qu'il y avait deux éléments. Ben, peut-être à ce moment-là, ce que je préférerais, ce serait que vous développiez un tout petit peu une réflexion personnelle après votre traversée de Nietzsche sur qu'est-ce que ce serait qu'un pardon post-nietzschéen. D'accord. Même brièvement, prolonger un peu les petits bouts que vous avez à la fin là. Ça vous vraiment c'est des bouts très intéressants. C'est plutôt cette partie personnelle parce que moi, ce qui m'intéresse dans votre travail, c'est à la fois que vous vous frottiez à une pensée qui n'est pas la vôtre et que vous sachiez en rendre compte, ce que vous avez très bien fait là. Et après, vous-même, qu'est-ce que vous en faites? C'est ça qui me semble important. Donc, ce serait plutôt ça dans votre cas qui me semblerait. Voilà. Entendu. Donc, je dirais aussi individuellement, on peut, voilà, pour chacun de vous, on peut voir par rapport à ce que vous avez déjà fait, ça n'a pas trop de travail en plus, si je peux dire, par rapport à ce que vous avez déjà fait. D'accord?
n'hésitez pas peut-être à me demander individuellement, Nicolas, Martine, enfin, chacun de vous, quoi. Ok, ça va bien? Je vous mets un petit message de confirmation pour le programme, pour la suite du programme, Ok. d'accord? D'accord. Ok, merci. Merci. Et on n'annule pas le Non. cours. Hein. Non, mais ça, Non, promis, ah non, non, je parce me que là, je laisserai, serais. je me laisserai Juste pas faire. D'accord. parmi le groupe, qui est-ce qui est concerné par le séminaire interdisciplinaire du 17? Ah oui, Ah levez non. la main. Le séminaire du 17. Il n'y a que Muriel? Attends, 17, c'est pas méthodologie d'histoire, Muriel. Non, non, Et ça c'est puis, jeudi prochain. Le 17, voilà. il y a un séminaire avec 3 professeurs. Enfin, donc C'est le je suis la séminaire interdisciplinaire Bible et psychanalyse, hein? voilà. Donc avec moi. Il n'y a que Bon, Muriel. Et je qui est-ce qui est reprends. concerné par le séminaire de méthodologie de jeudi prochain? 1, 2. Bah, Je ne vois moi pas. peut-être, mais je Oui, suis pas au courant. Hein. d'accord. D'accord, ok. D'accord, très bien. Non, mais je vais parler. Je vais parler avec les collègues. Ok. Très bien. Ben, merci. Merci encore Muriel pour l'exposé et merci à vous toutes et tous. Et j'espère à jeudi prochain. On prend 5 minutes, monsieur, comme on avait dit, pour le mémoire, c'est bon. D'accord, Je très la- bien. Donc, à bientôt. On vous laisse partir. Je reste avec Raphaël un petit peu. Salut. Au revoir. Je sors mes questions. Vous enlèverez l'enregistrement, du coup. Ah oui, oui, très bien.